Bonjour à tous. Je vois que le nombre de participants commence à se stabiliser, donc je vais pouvoir commencer. Alors, merci de votre présence à ce webinaire lors duquel je vais vous présenter mon mémoire sur la création d'un générateur de scénarios économiques pour évaluer l'impact de la nouvelle conjoncture inflationniste sur le capital des assureurs non-vie. Donc, c'est, je dirais, un peu le troisième volet de la série sur l'inflation, puisque Maïssa Aramouni avait présenté en septembre, lors d'un webinaire similaire, son mémoire sur l'impact de l'inflation pour l'assurance vie. Nous parlerons aujourd'hui de l'assurance non-vie, ce qui devrait permettre de compléter le propos. Marière avait présenté en octobre un mémoire sur l'intégration de l'inflation dans les calculs de provisionnement. Pour ma part, j'ai cherché à recalculer le bilan prudentiel sous différents scénarios d'évolution de l'inflation et donc de mesurer l'effet croisé à la fois sur l'actif et le passif. Je travaille à la CPR, à la direction études et analyse des risques, direction qui produit notamment le rapport sur les chiffres clés du marché de l'assurance. Je vais donc pouvoir vous présenter des chiffres agrégés au niveau du marché. En revanche, je ne vous présenterai pas de résultats individuels pour des raisons de confidentialité. Je vais commencer ma présentation en vous présentant le contexte et la problématique, puis je vous présenterai la méthodologie de mon étude et enfin les choix de modélisation que j'ai opérés, en particulier en ce qui concerne la création du générateur de scénarios économiques. Nous passerons dans une deuxième partie à une présentation de la distribution des sorties du générateur et aux résultats de l'étude d'impact que j'ai menée sur l'actif et le passif des assureurs non-vie agrégés au niveau du marché français. Donc, lorsque nous parlerons d'inflation, nous parlerons ici de l'indice des prix à la consommation harmonisé, l'IPCH, qui a été créé en 1996 à la demande d'Eurostat à des fins de comparaison internationale. En France, donc comme vous pouvez le voir sur le graphique en haut à gauche, il est passé de 0% en 2021 à 6,7% fin 2022. À la même date, celui de l'Union européenne à 27 pays a atteint 10,4%. Comme vous le savez, cette hausse elle a été déclenchée par deux événements inattendus et perturbateurs, la pandémie en 2020 et la guerre en Ukraine en 2022. Il faut remonter aux années 1980 pour retrouver trace de niveaux d'inflation comparables, époque à laquelle Paul Volcker prend la direction de la Fed aux États-Unis et met en place une politique monétaire très restrictive qui sera imitée dans les autres économies avancées. Depuis la création de la BCE en 1998, l'inflation en France, elle n'a que très rarement dépassé 2% et sans jamais excéder 3%. Donc tout ça pour dire que c'est un environnement que certains actuaires qui exerçaient déjà dans les années 1980 ont pu connaître, mais qui est nouveau pour la plupart d'entre nous. Lorsque ma réflexion sur ce mémoire elle a débuté, nous nous trouvions au pic de la période inflationniste, fin 2022, puisque j'ai débuté mes travaux en début 2023, et nous anticipions déjà le recul de l'inflation que nous cherchions donc à savoir quelle serait la trajectoire du retour vers 2%, ce qui m'a amené à réfléchir justement à conséquences de différentes trajectoires vers ce retour à 2%. Pour lutter contre la recrudescence inflationniste, la BCE a entamé une sortie progressive de ses programmes d'achat d'actifs et procédé à plusieurs hausses de ses taux directeurs, ce qui a complètement modifié l'environnement de taux. Donc, ce qu'on peut voir sur le graphique en bas à gauche, où sont représentées les courbes des taux sans risque, donc c'est les courbes des taux de l'EIOPA à fin 2021 et fin 2022. Bien déjà, c'est un écartement entre 2,5 et 3,5 points entre les différentes maturités et une inversion de la courbe qui traduit des anticipations sur la hausse des taux. La hausse des taux qui a été amorcée et ces anticipations à la hausse, elle a produit une correction du marché immobilier. C'est ce que vous pouvez voir sur la slide suivante sur le graphique en haut à droite. Correction qui a été plus particulièrement marquée sur l'immobilier commercial. En ce qui concerne les marchés boursiers, l'influence de l'inflation, elle est moins établie. On observe tout de même que le rendement des dividendes, il a tendance à évoluer dans le même sens que l'inflation. On sait en effet que l'inflation, elle exerce une pression à la hausse sur le rendement attendu des actionnaires, puisque l'augmentation des prix de vente permet en général d'accroître le dividende versé. Par ailleurs, une forte inflation a tendance à dégrader les perspectives économiques et à faire augmenter les taux.
deux éléments qui conduisent à faire baisser l'attractivité et donc les prix des actions. Donc, a priori, on s'attend à ce que l'inflation, ça ait plutôt tendance à faire baisser les cours et à faire augmenter le rendement et le dividende. Le rendement étant défini comme le cumul de dividendes versés pour un indice donné divisé par le cours. Donc, ce bouleversement de l'environnement économique, nous, au service d'analyse des risques assurances, il nous a naturellement conduit à nous poser la question des conséquences pour les assureurs. Donc, lorsqu'on parle d'assurance vie, les conséquences de l'inflation, elles vont plutôt porter sur des modifications de comportement des assurés. Lorsqu'on parle d'assurance non-vie, bien la première chose qu'on sait, c'est que l'inflation, elle a tendance à augmenter le coût moyen des sinistres et des frais, ce qui conduit les assureurs à réévaluer à la hausse leurs provisions techniques. Tandis que la remontée des taux d'intérêt, elle diminue la valeur actualisée des provisions techniques et la valeur de marché des actifs. À ce stade, il n'est cependant pas possible de conclure sur l'impact sur les fonds propres, sans recourir à un générateur de scénario économique, puisque on a donc un effet compensatoire entre les taux et l'inflation sur la partie passif, et on a une corrélation de l'inflation aux différentes grandeurs économiques qui sous-tendent l'évaluation du bilan en norme solvabilité 2, en particulier les taux d'intérêt. Bien que conscient que l'inflation constitue un risque majeur pour leur activité, donc ce que je peux citer par exemple le sondage Orpec Finance de 2024 dans laquelle qui conclut que les assureurs font de l'inflation leur principale préoccupation devant la correction des marchés boursiers et les risques liés au changement climatique. Eh bien, comme ce risque ne s'est pas matérialisé depuis plusieurs décennies, on n'a pas tant de travaux actuariels que ça sur le sujet. Et souvent, les assureurs, ils relaient l'inflation un peu au second plan dans leur modèle en ne la corrélant pas aux autres variables économiques. Alors, même si c'est vrai qu'aujourd'hui, on est revenu proche de la cible des 2%, je pense que le sujet de l'inflation, c'est un sujet qui est amené à revenir, puisque les économistes mettent en garde que des périodes inflationnistes similaires à celle-ci devrait avoir vocation à se reproduire puisque elle est le fruit de chocs qui se résorbent dans le temps, tels que les stimulations monétaires et budgétaires post-pandémiques, mais également de transformations profondes et durables des politiques, de l'organisation de l'économie et de la société. Par ailleurs, on observe déjà l'émergence de nouvelles pressions inflationnistes, par exemple la politique protectionniste de Trump, la baisse de la paire euro-dollar qui augmente l'inflation importée, ou encore l'augmentation récente du prix du pétrole ou les coûts engendrés par la transition écologique. Donc tout ça pour dire que c'est important pour les assureurs de se doter d'outils pour maîtriser ce risque à l'avenir. Donc j'ai au début de mon étude procédé à une revue de la littérature. Donc ce que j'ai pu constater sur les travaux actuariels qui traitent de l'inflation pour l'assurance, c'est que souvent actifs et passifs sont analysés séparément. Les sujets qui traitent du passif, la plupart du temps, ils traitent de la sensibilité du passif à l'inflation et ils proposent des méthodes de provisionnement adaptées pour discerner et prendre en compte l'inflation des charges de sinistre. Les sujets qui portent sur l'actif, ils traitent généralement de l'interaction entre inflation et rendement des actifs et ils cherchent à proposer une allocation d'actifs optimale pour couvrir le risque d'inflation. Côté supervision, eh bien, les publications des autorités de contrôle, elles ont mis en exergue l'impact inflationniste sur l'assurance et révélé des facteurs de sensibilité, mais elles ne présentent pas de réelle analyse quantitative. Je peux citer par exemple le rapport de l'EIOPA publié fin 2023 sur le sujet, dans lequel des chocs instantanés sur les taux et l'inflation sont appliqués au bilan des organismes pour quantifier l'impact sur leur capital. Cependant, les chocs, ils ont été établis à dire d'experts. La corrélation entre les taux et l'inflation n'a pas été modélisée. Donc, pour pallier à ces lacunes, moi, j'ai voulu faire un travail dans lequel j'allais modéliser la corrélation entre les différentes variables économiques et l'inflation et être capable de mesurer l'effet croisé sur l'actif et le passif. Donc, je vais maintenant vous présenter la méthodologie de mon étude. Donc, je me suis intéressé à 3 scénarios d'évolution de l'inflation. Le premier scénario, qu'on va qualifier de central, donc c'est les 3 courbes que vous avez sur le graphique en haut à gauche, à partir de 2022. Le scénario central, il correspond aux prévisions d'inflation de la Banque de France publiées en décembre 2023. Les deux autres trajectoires de retour vers 2%, l'un plus lentement que prévu, l'autre plus rapidement que prévu,
Je les ai construites à partir de l'enquête trimestrielle de la BCE auprès des professionnels et elles correspondent au quantile 5% et 95% des prévisions. Donc le générateur de scénario, il va prendre en entrée ces trois trajectoires et simuler les grandeurs économiques utilisées dans le calcul des valeurs de marché. Donc ça va être le prix des zéro coupons pour les différentes maturités, la variation de l'indice action, de l'indice des dividendes, la variation de l'indice immobilier et les loyers. Pour connaître les caractéristiques des actifs détenus par les assureurs, j'ai utilisé la remise réglementaire S06. Donc c'est la liste des actifs que j'ai pris à fin 2022. Après transparisation, agrégation au niveau des marchés et regroupement par classe d'actifs, j'ai obtenu un modèle point d'actifs, donc les obligations par maturité et par rating, une poche action, une poche immobilière et une poche que j'ai appelée trésorerie dans laquelle on retrouve en particulier tout ce qui est monétaire. Ce modèle point d'actifs et les sorties du générateur, ils vont alimenter un outil de simulation interne qui a été développé lors d'un précédent mémoire réalisé à la CPR, qui va permettre de recalculer la valeur des actifs sous chaque scénario. Pour ce qui est du passif, j'ai utilisé la remise réglementaire S18 dans laquelle sont reportés les flux de trésorerie futurs au 31 décembre 2022. Donc cet état, il permet de distinguer entre flux entrant et flux sortant, que j'ai considéré brut de réassurance puisque je ne considère pas les réassurances dans mon étude. Et ça va permettre d'inflater les flux sortants avec les indices de notre trajectoire d'inflation. Et à partir des courbes de taux sans risque qui sont simulées par le GSE sous cette même trajectoire d'inflation, on va pouvoir recalculer le best estimate pour chaque jeu de simulation. Et enfin, on obtiendra la valeur des provisions techniques, donc non-vie, sous chaque scénario. Donc, je vais maintenant vous présenter les choix de modélisation que j'ai opérés et en particulier ce qui m'a conduit à choisir générateur de scénario économique. Je ne vais pas m'étendre sur tous les générateurs qui existent dans la littérature, puisqu'il en existe un très grand nombre. Chacun présente des avantages et il n'est pas possible d'en trouver un qui soit le meilleur dans tous les cas. J'ai listé ici les plus connus parmi ceux qui proposent une modélisation de l'inflation. Le plus connu, c'est certainement celui développé par Kevin Algrim et Stephen Darcy, puisqu'il est utilisé par la Casualty Actuarial Society et la Society of Actuaries, ce qui lui confère une certaine crédibilité. Par ailleurs, il y a un package qui est disponible sur Ressources Actuarielles, donc j'aurais pu choisir celui-ci. J'ai préféré réaliser un autre modèle en m'inspirant de la structure en cascade qui a été proposée par l'actuaire écossais David Wilkie dans les années 80, parce que ce qui m'intéressait, c'était de mesurer l'influence de l'inflation, toutes choses égales par ailleurs. Et en fait, ce qui permet de faire son modèle, c'est de ne pas faire d'hypothèse sur l'évolution des autres variables, puisque l'inflation va être la variable motrice, et toutes les autres variables économiques qu'on simule dans le générateur, elles vont découler en cascade des hypothèses qu'on fait sur l'inflation. Donc maintenant, je vais vous présenter les trois blocs de mon modèle. Donc il y a un bloc sur les taux, un bloc sur les actions, un bloc sur l'immobilier. Je vais commencer par les taux, puisque comme les assureurs investissent avant tout dans des produits de taux, c'est celui qui a le plus d'importance pour l'étude. Donc pour modéliser la courbe des taux, j'ai utilisé la fonctionnelle de Nelson et Siegel. C'est une représentation qui a l'avantage d'offrir suffisamment de souplesse puisqu'elle permet de produire des courbes de différentes formes, croissantes, inversées, concaves, convexes. Cette paramétrisation a trois paramètres de forme, bêta 0, bêta 1, bêta 2 et un paramètre d'échelle lambda. Et elle présente des caractéristiques asymptotiques assez intéressantes. Donc si on fait tendre taux vers plus l'infini dans l'équation qui se trouve en bas à droite, on obtient bêta 0, qui représente donc le taux à horizon infini. Si maintenant on fait tendre taux vers 0, on obtient bêta 0 plus bêta 1. Donc, bêta 0 plus bêta 1 va représenter le taux instantané ou le taux court. Et enfin, le couple bêta 2 lambda, il permet de contrôler la convexité et de rendre compte de la présence d'une éventuelle inflexion dans la courbe des taux, ce dont j'avais besoin. De manière assez classique, le paramètre d'échelle lambda, je l'ai supposé constant et je me suis attaché à modéliser la dynamique des trois paramètres de forme. Donc en fait, proposer un modèle pour ces trois paramètres de forme, du fait des propriétés asymptotiques, ça revient finalement à proposer un modèle pour le taux court, un modèle pour le taux long et un modèle pour la courbure.
Le taux court, il est avant tout régi par les taux directeurs. C'est ce que j'ai essayé de représenter sur le graphique en haut à gauche avec le ressort. En fait, il y a un effet assez mécanique des taux directeurs sur l'évolution des taux à très court terme. Le taux instantané, il a été ces dernières années très proche de la facilité de dépôt. Les taux directeurs, évidemment, ils ne sont pas déterminés par une formule mathématique, mais à l'appréciation du Conseil des gouverneurs, ce qui rend leur modélisation délicate. Toutefois, il y a l'économiste John Taylor qui a proposé en 1993 une règle qui vise à déterminer le taux d'intérêt de court terme optimal en fonction des informations sur la croissance et l'inflation. Et c'est une règle qui a donné plutôt de bons résultats empiriques sur les décisions qui ont été prises par la Fed dans les années 80 et 90. J'ai essayé d'utiliser cette formule que j'ai calibrée avec une table de mapping sur les dernières décisions prises par la BCE pour modéliser le taux court. Et ça m'a donné de bons résultats. Et ça, dans les projections, finalement, ça donnait des projections conformes à ce à quoi on pouvait s'attendre. Pour ce qui est du taux long, là, on est plutôt sur des anticipations à long terme, ce que j'ai essayé d'imager avec le ballon. Et pour trouver un modèle pour modéliser ce taux long, eh bien, je me suis appuyé sur l'ouvrage de Thierry Roncailly qui propose de nombreuses suggestions de modélisation de la structure par terme des taux. Il cite en particulier l'article de Modigliani et Schiller, dans lequel les deux auteurs démontrent que sous certaines hypothèses, le taux long, on peut l'exprimer comme un lissage du taux court. Donc j'ai d'abord testé des modèles de lissage du taux court. Ça m'a donné d'assez bons résultats sur la période 2008 à 2021, mais pour des maturités qui allaient jusqu'à 10 ans. Au-delà de 10 ans, j'avais des résultats un peu moins bons et j'avais du mal à expliquer l'évolution sur 2021 à 2023, ce qui est la période qui nous intéresse le plus. Une autre proposition qui est faite par Modigliani et Schiller, eh bien, c'est d'utiliser la formule de Fisher. C'est la formule que vous trouvez en haut à droite sur la slide. En fait, l'idée exprimée par Fisher, c'est que le taux nominal, il se forme par l'évolution indépendante du taux réel, qui évolue en fonction des composantes structurelles de l'économie, donc c'est le R étoile dans l'équation, et l'espérance de l'inflation cumulée, on va en voir entre la date T à laquelle on se trouve et l'échéance M du taux d'intérêt. Donc en fait, c'est l'anticipation des inflations, de l'inflation par les investisseurs sur la période de notre obligation. Alors comment modéliser ces anticipations d'inflation? Eh bien, Wilkie, dans son ouvrage, il propose un lissage exponentiel du taux d'inflation. Donc ça vient retranscrire l'idée que les valeurs les plus récentes ont le plus d'influence sur les anticipations. Et il propose un processus autorégressif d'ordre de 3 pour le taux réel. J'ai retenu cette modélisation parce que même si elle ne permet pas une calibration parfaite, eh bien, elle permet d'assez bien retranscrire l'évolution des taux sur la période récente, ce qui était le plus important pour moi. Enfin, une fois qu'on a un historique des taux longs, des taux courts, on a un historique de la courbe des taux sans risque, et bien en inversant l'équation de la Nelson et Siegel, on peut construire une série historique du paramètre de courbure. À partir de cette série, j'ai essayé de mettre un modèle pour le coefficient de courbure. Donc le coefficient de courbure, en fait, qu'est-ce qu'il retranscrit? Il retranscrit les perspectives à court moyen terme sur la conduite de la politique monétaire, puisqu'il retranscrit les anticipations sur horizon 1 à 3 ans des évolutions des taux. Anticipations qui sont généralement fondées sur les évolutions de l'inflation. J'ai testé plusieurs modèles et je me suis rendu compte que celui qui fonctionnait le mieux, c'était un simple modèle linéaire sur le taux d'inflation le plus récent, puisque je me suis aperçu que le coefficient de courbure est très réactif à l'évolution de l'inflation sur la période récente. Pour ce qui est du modèle pour les actions et l'immobilier, en fait, j'ai cherché une forme générale de l'équation que vous trouvez en haut à gauche, c'est-à-dire un modèle linéaire qui fait intervenir à la fois l'inflation, les variables qui ont été préalablement implémentées dans la structure en cascade, donc on peut utiliser par exemple les taux d'intérêt, les différents retards de ces variables et également les retards de la variable elle-même. Parfois, j'ai utilisé une transformation logarithmique pour que les hypothèses sur mes résidus, donc le fait que les résidus suivent un bruit blanc gaussien, soient vérifiées. J'ai également parfois eu recours à des pondérations pour donner plus d'importance aux observations les plus récentes et éviter des observations jugées aberrantes. En particulier, les 3 points qui correspondent aux crises économiques de 2008, 2011 et 2020
je les ai exclus de l'échantillon d'estimation pour le modèle action. Et enfin, j'ai choisi le modèle en optant pour un compromis entre celui qui permettait le meilleur ajustement et un nombre de paramètres pas trop important, en utilisant des critères tels que le critère d'Akaike ou le critère bayésien. Pour ce qui est des données que j'ai utilisées pour calibrer mon modèle, pour les actions, j'ai utilisé l'indice 440 et l'indice 440 avec réinvestissement des dividendes de 2021 à 2022. Pour les taux, j'ai utilisé pour le taux court Léonia puis l'Ester qui remplace Léonia à partir de 2020. Pour les maturités intermédiaires, j'ai utilisé les contrats Overnight Index Swap, qui sont les taux qui se rapprochent le plus d'un taux sans risque, car ce sont des contrats au jour le jour. Pour le taux long, j'ai eu recours au taux de rendement des emprunts publics notés AAA de maturité 30 ans fournis par la BCE. Pour l'immobilier, enfin, l'indice Immostat des prix des bureaux achetés dans une optique d'investissement en Ile-de-France. Ça représente assez bien les investissements immobiliers des assureurs. Et l'indice des loyers de ces mêmes bureaux sur la même période, donc de 2006 à 2023. Donc au final, j'ai obtenu un modèle qui prend la forme suivante. Le rendement des actions, il va être modélisé par un terme autorégressif et un terme inflationniste avec un coefficient de 1,64. Donc le rendement des actions, il augmente lorsque l'inflation augmente dans le modèle. Pour le montant du dividende, le coefficient du terme inflationniste, il est de 1. Si bien que lorsqu'on regarde le prix des actions, donc qui est obtenu en faisant dividende divisé par rendement, on a un coefficient à l'inflation qui est inférieur à 1, et donc un prix des actions qui diminue lorsque l'inflation augmente, ce qui là encore est plutôt fidèle à l'intuition qu'on avait au départ. Le montant du dividende, il est corrélé positivement à l'inflation et négativement au résidu du rendement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouvait déjà dans le modèle de Wilkie, ce paramètre supplémentaire avec la corrélation négative au résidu du rendement. En fait, ça vient retranscrire le fait que la diminution du rendement, elle est généralement liée à une augmentation du prix de l'action, qui est généralement la conséquence d'une anticipation par les analystes d'une augmentation du prochain dividende. Lorsqu'on voit le rendement qui diminue, a priori, c'est que le prix des actions a augmenté, et donc, généralement, on va avoir un dividende qui augmente au pas de temps suivant. L'indice des prix immobiliers, lui, il évolue sous l'effet d'un lissage exponentiel à retard du taux long, qui vient traduire le temps d'adaptation du marché immobilier au nouvel environnement de taux. Et enfin, l'indice des loyers, il a tendance à suivre l'indice des prix immobiliers et l'inflation. Je vais maintenant vous présenter les résultats que j'obtiens en sortie du générateur de scénario économique pour que vous compreniez un peu la mécanique avant qu'on passe à l'étude d'impact. Donc là, ce que j'ai représenté, c'est en ligne les 3 scénarios d'inflation que j'ai considérés, que j'ai rappelés au milieu en haut de la slide, la baseline de 2022 et la projection à chaque pas de temps de 2023 à 2027. Donc là, vous avez la courbe des taux sans risque. Ce qu'on voit, c'est que cette courbe des taux, elle s'inverse en 2023 avant de se redresser progressivement. Le point où la monotonie de la courbe s'inverse, passant de décroissante à croissante, il matérialise en quelque sorte le moment du retour à la normale et il se rapproche des échéances courtes d'autant plus précocement que l'inflation décroît rapidement. Il apparaît dès 2024 dans le scénario de faible inflation. C'est ce que vous voyez sur le 3e graphique de la première ligne. Le bruit qui entoure les taux, il s'intensifie avec l'échéance. Plus l'échéance du taux est lointaine, plus celui-ci présente de l'incertitude. C'est dans le modèle, c'est en fait la volatilité du taux long qui porte ce phénomène, puisqu'elle est très supérieure à celle du taux court. Par ailleurs, un autre phénomène intéressant, c'est que le bruit porté par le paramètre de courbure, il conduit à une volatilité accrue au niveau du point d'inflexion. Ce qu'on voit aussi assez bien sur le 3e graphique de la première ligne. Si vous regardez au niveau de l'échéance 5 ans, on voit un écartement des bornes de l'intervalle de confiance à 95%, en particulier de la borne inférieure. Ça, en fait, ça traduit l'incertitude quant à l'agenda de la politique monétaire. Comme les assureurs non-vie détiennent de nombreuses obligations dont les maturités se situent entre 4 et 10 ans, bien la valeur de marché de leur portefeuille obligataire, elle se retrouve sujette à variation du fait de cet effet.
Pour ce qui est des variables actions, cette fois, j'ai représenté en colonne le rendement, l'indice des dividendes et le cours. En ligne, on a toujours sur la première ligne le scénario dans lequel l'inflation serait jugulée plus rapidement que la prévision, au milieu le scénario central et enfin, en dernière ligne, le scénario avec une inflation plus élevée. Donc, ce qu'on peut dire pour les actions, c'est qu'elles sont avant tout caractérisées par une composante aléatoire importante, qui conduit à un large faisceau de diffusion au terme de la projection. Donc, en fait, on a surtout de l'aléa pour les actions dans le modèle, mais on voit quand même que le rendement des actions et la croissance du dividende, ils sont faiblement mais positivement corrélés à l'inflation. Donc là, il faut faire attention à l'axe des ordonnées. En fait, on n'a pas la même échelle de l'axe si vous regardez sur la ligne la plus en bas. En fait, dans le scénario le plus inflationniste, on a une échelle des ordonnées un peu plus élevée. Donc, on a un rendement et un dividende qui augmentent dans ce scénario plus inflationniste. À l'inverse, on a le prix des actions qui diminue en moyenne lorsque l'inflation augmente, si on compare les trois scénarios. Tant et si bien que dans les scénarios envisagés, les actions, elles octroient en moyenne sur le long terme un rendement positif qui est plus important dans les scénarios les plus inflationnistes. Pour ce qui est des variables immobilières maintenant, cette fois, j'ai représenté le rendement, les loyers et le prix. Eh bien, on voit que la composante aléatoire, elle est toujours importante, mais tout de même moindre que pour les actions. Les prix et les loyers ils se contractent dans les scénarios où l'inflation est la plus forte du fait de la hausse des taux qui l'accompagnent. Les loyers étant positivement corrélés à l'inflation, le rendement des investissements immobiliers, il s'apprécie malgré tout dans les scénarios les plus inflationnistes. Donc maintenant, une fois qu'on a bien tout ça en tête, on va pouvoir regarder ce qui se passe au niveau de l'actif et du passif, commençant par l'actif. Donc l'étude, comme je l'ai dit, elle a été menée sur le périmètre des assureurs non-vie français, qui représentait fin 2022 61 organismes pour 235 milliards d'euros investis, selon l'allocation d'actifs que vous trouvez au centre de la slide. Ce qu'on a représenté ici, donc, c'est l'évolution du rapport entre le best estimate non-vie qu'on recalcule sous les différents scénarios du GSE, rapporté à la valeur de 2022. En fait, j'ai fait 10 000 simulations de mes différentes variables économiques pour chaque trajectoire d'inflation. Et on regarde la valeur totale des placements à chaque échéance qu'on rapporte à la valeur de 2022. Vous avez la distribution du total des placements sur le graphique en couleur à droite, puis vous avez le distinguo par classe d'actifs sur la gauche. Donc là, ce qu'il est intéressant de voir, tout d'abord, c'est que pour les obligations, on a une dépréciation, enfin, pardon, plutôt une relative stabilité du portefeuille obligataire en 2023 dans le cas où la prévision de fin 2022 se réaliserait. Là, toutes les données que je montre, c'est pour le scénario central. Par la suite, on voit que la valeur des obligations, elle croît chaque année jusqu'en 2027 du fait de la baisse des taux. La valeur des actions, dividendes réinvestis, elle s'apprécie en moyenne jusqu'en 2027. La valeur des actifs immobiliers, loyers réinvestis, se resserre jusqu'en 2024 dans les trois scénarios et ensuite elle va se redresser. Je ne vais pas commenter les fluctuations de la trésorerie, elles ne sont pas directement interprétables parce qu'en fait, cette variable, elle joue un rôle d'ajustement dans le modèle de calcul de valeur des actifs. On voit cependant qu'il est intéressant pour les assureurs de détenir des actifs obligataires pour éviter d'avoir à céder des actifs obligataires ou immobiliers en moins-value latente. Si on compare maintenant ce qui se passe entre le scénario d'inflation faible et le scénario d'inflation élevée. Vous avez le scénario d'inflation élevée à gauche et d'inflation faible à droite. Eh bien, on voit que la valorisation totale des placements, elle se déprécie de 1% en moyenne en 2023 dans le scénario où l'inflation poursuivrait sa hausse en 2023. Au contraire, elle s'apprécie de 4% dans le cas où l'inflation, elle serait jugulée plus promptement qu'attendu. Par la suite, la valeur des placements, elle croît chaque année jusqu'en 2027. Dans le scénario qui présente une inflation faible, les placements ils prennent plus de valeur parce qu'on a un amorçage plus tôt de la baisse des taux
qui vient augmenter la valeur des obligations et des actifs immobiliers. Ce qu'il est intéressant de remarquer, toutefois, c'est que l'écart entre les deux scénarios, il se resserre dans le temps. Et ça, en fait, c'est dû aux revenus récurrents des actifs. Ce que j'appelle les revenus récurrents, c'est les coupons, les dividendes, les loyers, qui augmentent dans le scénario le plus inflationniste. Tant c'est si bien que finalement, la valeur totale des placements en 2027, elle est quasi similaire dans les deux scénarios. Donc pour l'actif, en fait, à l'horizon 5 ans, quel que soit le scénario d'inflation, on aboutit plus ou moins à la même situation grâce à cette compensation par les revenus récurrents. Mais on a quand même des trajectoires différentes pour aboutir à cette situation. Si on passe maintenant au passif, alors là, ce que j'ai représenté, donc en ligne pointillée rouge, c'est la valeur du best estimate non-vie lorsqu'on réinflate les flux sortants avec la trajectoire d'inflation considérée. Donc la trajectoire en rouge à gauche, la trajectoire verte de baisse de l'inflation à droite, et en actualisant avec la courbe des taux sans risque de fin 2022. Donc la ligne pointillée, ça montre l'impact purement inflationniste. Et ensuite, on a les distributions qui sont obtenues en actualisant avec les différentes courbes des taux qui sont obtenues en sortie du générateur sous les différents scénarios d'inflation. Donc là, ce qu'on peut remarquer, eh bien, c'est que la hausse des taux qui accompagne l'inflation, elle vient réduire l'effet négatif de cette dernière sur la meilleure estimation. Toutefois, à la différence du résultat d'actualisation qui n'est valable qu'à un instant donné, la conséquence inflationniste, elle est pérenne et elle se cumule dans le temps. Ainsi, l'effet compensatoire de la hausse des taux qui accompagne l'inflation, elle finit par disparaître. Jusqu'en 2025, la meilleure estimation, elle est supérieure dans le scénario d'inflation faible à cause de l'amorçage plus précoce de la baisse des taux. En 2026, on a une situation assez similaire entre les deux scénarios. En 2027, par contre, les rapports s'inversent et c'est finalement le scénario le plus inflationniste qui conduit à la plus forte hausse de la meilleure estimation. Donc pour résumer, sur l'actif, on voit qu'à l'horizon 5 ans, on a une situation à peu près similaire, quel que soit le scénario d'inflation, alors que pour le passif, on a une situation plus dégradée lorsqu'on a un environnement qui est plus inflationniste. Comme on a pris les mêmes hypothèses d'inflation sur l'actif et le passif, bah maintenant, ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser à l'excédent d'actifs sur passif. Donc, on va d'abord regarder les deux tableaux qui se trouvent à gauche de la slide, dans lequel j'ai représenté l'écart d'excédent d'actifs par rapport au scénario central. Donc le tableau en rouge, c'est l'écart entre le scénario avec la forte inflation et le scénario central. Le tableau en vert, c'est l'écart avec l'inflation faible par rapport au scénario central. Si on regarde la ligne de la moyenne dans le tableau en rouge, eh bien, on voit que l'excédent d'actifs sur passif, il sera en moyenne chaque année plus bas de moins 4,4 à moins 7,9% par rapport au scénario central, avec l'impact le plus marqué de moins 7,9 en 2025. Donc finalement, l'analyse, elle corrobore la conclusion à laquelle avaient abouti les actuaires et les économistes dans les années 80-90, à savoir que l'inflation elle a un impact négatif sur le niveau des fonds propres. Plutôt que de s'intéresser à la distribution de l'excédent d'actifs sur passifs, c'est plus intéressant de rapporter cette grandeur au total d'actifs, puisque on sait que la baisse des taux, elle va conduire à l'élargissement du bilan des assureurs dans tous les cas. Et donc, pour éviter cet effet volume, c'est plus intéressant de normaliser par le total actif. Donc, si on regarde maintenant les graphiques qui se trouvent sur la droite, et en particulier l'encadré en bas à droite, eh bien, on voit que cette grandeur, elle se réduirait en 2 ans, en moyenne de moins 4 à moins 9% en fonction du scénario. Donc là, on serait finalement dans la situation la plus dégradée. Et à partir de 2025, le ratio, il se redresserait pour atteindre en moyenne en 2027 un niveau assez proche de celui de 2022 dans le scénario fidèle aux prévisions, un niveau plus faible de moins 6% dans le scénario où l'inflation future serait plus haute qu'attendue, et un niveau 5% plus élevé dans le cas où elle serait plus faible. En conclusion, eh bien, les résultats obtenus, ils ont tout d'abord mis en évidence que l'inflation a un impact négatif sur le niveau des fonds propres. La valeur des investissements en 2027, elle est très proche dans les 3 scénarios envisagés, du fait de l'augmentation des revenus récurrents et de l'importante proportion que les assureurs non-vie allouent aux actions.
L'impact de l'inflation sur les provisions techniques, comme on l'a dit, elle est en partie compensée par la hausse des taux, mais contrairement au bénéfice d'actualisation qui n'est valable qu'à un instant donné, l'inflation des charges, elle se cumule durablement. Il est donc nécessaire pour les assureurs d'augmenter leurs tarifs pour contrebalancer la hausse des provisions. Enfin, si on prend un peu de recul par rapport à ce qui s'est passé, donc maintenant on a du recul sur l'année 2023 et 2024, en fait, la trajectoire qui a suivi l'inflation, finalement, elle se retrouverait entre le scénario central et le scénario d'inflation plus faible. On a finalement, les banques centrales ont réussi à juguler l'inflation plus rapidement que ce à quoi on s'attendait fin 2023. Eh bien, les résultats, ils suggèrent que si le recul de l'inflation, il se poursuit au rythme actuel, le niveau des fonds propres des assureurs français non-vie, il devrait être en 2027 supérieur au niveau de 2022. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, les résultats, ils peuvent être analysés assureur par assureur, et là, on a des réalités différentes. Ça permet d'identifier des facteurs qui conduisent certains organismes à être plus vulnérables que d'autres. Ces facteurs, par exemple, ça a été la longueur des branches, et donc, voilà, sans trahir un secret, on sait que, par exemple, l'assurance construction, elle est plus fortement impactée par ce nouveau phénomène inflationniste. Les principales limites, c'est que certains postes comme la réassurance n'ont pas été modélisés. J'ai pas fait d'hypothèse non plus sur la hausse des tarifs. L'étude, elle pourrait être déclinée à l'assurance vie, qui présente des enjeux différents. Donc, il y a des personnes qui ont fait des mémoires sur le sujet. Enfin, il pourrait être intéressant, je pense, d'encapsuler un modèle stochastique de l'inflation à mon GSE. Donc, j'ai aussi dans mon mémoire proposé des méthodes pour réaliser cette modélisation stochastique, ce qui permet aux assureurs d'avoir un modèle pour justement évaluer cet impact de l'inflation, toutes choses égales par ailleurs. C'est un modèle qui marche assez bien lorsqu'on est en période inflationniste, puisque l'inflation, elle a vraiment un rôle moteur dans ces périodes-là. C'est un GSE qui, par contre, a beaucoup moins de pertinence dans un environnement de faible inflation comme celui qu'on a connu pendant des années. Je vous remercie de votre attention et maintenant, je vais pouvoir prendre des questions. Je pense qu'il nous reste une quinzaine de minutes pour ça. Alors, dans Nelson et Siegel, quel est le coefficient représenté par la courbure? Donc, le coefficient de courbure dans Nelson et Siegel, si je reviens sur la slide en question, en fait, c'est le paramètre bêta 2. Alors après, j'ai des questions sur oui, la pertinence d'avoir utilisé l'IPCH pardon, pour choquer le passif. Alors, en effet, l'indice des prix, il ne représente pas nécessairement très bien ce qui se passe sur le passif, puisqu'on est plutôt sur une inflation idiosyncratique de l'assurance qui va dépendre de la branche. Donc là, il y a plusieurs méthodes qui permettent de calculer cette inflation à partir des triangles de liquidation. Par exemple, la méthode de Verbeek-Taylor. Il y a des mémoires qui ont été réalisées sur le sujet. Le problème, c'est qu'à la CPR, on n'a pas vraiment les données pour faire ça, ce qu'un assureur pourrait faire. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant d'introduire. J'avais effectivement pensé à faire ça au début dans mon mémoire. Après, il y a un problème aussi d'homogénéité des données dans les reportings qu'on a. C'est pas toujours le même formalisme sur les triangles de liquidation. Et ben, j'ai pas d'autres questions puisque j'en avais que deux. Merci. Ouais, en tout cas, ça fait plaisir de voir qu'il y avait beaucoup d'inscrits. Je vous remercie de votre attention et puis je vous souhaite un très bon après-midi.